Bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier Malte pour l'occasion, Malte Academy, les efforts consentis par Céline et Chloé pour faire cette présentation et ce webinaire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de comment on peut déployer une API sécurisée sur AWS en utilisant des services natifs côté AWS. Donc on va parler d'un service central qui s'appelle AWS Cognito. Donc, on va parler de l'authentification et on va parler des API REST, du coup. Voici le plan de la présentation. Donc, on va commencer par une introduction d'un use case, cas d'usage. Ensuite, on va parler des services AWS impliqués dans la mise en place d'une API, d'une manière générale, et une API d'authentification en mode serverless, donc à savoir AWS Cognito, AWS API Gateway et AWS Lambda. On va déployer donc cette API d'authentification. Je l'ai déjà fait pour vous. Et au final, on va voir comment on peut sécuriser votre application et on passera par la case des questions si vous en avez. Un petit mot de qui je suis. Donc, moi, je m'appelle Tarek Sheikh, donc je suis un architecte AWS. Dans une vie antérieure, je faisais beaucoup de Linux, essentiellement du bas niveau pour les opérateurs télécoms et l'industrie audiovisuelle aussi. Donc beaucoup de langage C, pas mal de Python et plus récemment, il y a quelques années, un peu de Go. J'ai toujours eu un mindset orienté sécurité. J'ai été aussi mordu par la mouvance DevOps, donc tout ce qui est infrastructure as code, ce genre de choses, Terraform, CloudFormation. D'ailleurs, l'un des projets d'aujourd'hui que je vais vous montrer est un projet basé uniquement sur Terraform. Et bien sûr, l'identité, que ce soit Okta, Auth0, AWS Cognito. Et j'aime bien tout ce qui est serverless. Donc, il n'y a rien à gérer à part le code. Et malheureusement, je n'utilise pas de Windows. Donc, notre cas d'usage, alors, une entreprise qui s'appelle Decadors, qui vient, donc, vous n'avez pas dû le rater, donc, qui devient une licorne. Ils viennent de faire leur série A, une levée de fonds assez spectaculaire, avec une API magique d'upload de fichiers. Donc, ça sera notre use case d'aujourd'hui. Voici comment on va présenter l'architecture de cette API. Donc, vous avez une API Gateway, donc ce que vous voyez à gauche de votre écran. Vous avez des handlers, donc des lambda, donc qui vont faire toute la partie compute pour le back-end, traitement. Vous avez un user pool Cognito. Vous avez quelques buckets S3 pour du reset MFA, dont je parlerai plus tard, pour récupérer l'état de l'infrastructure Terraform et pour sauvegarder les fichiers que les utilisateurs vont partager. Il y a deux tables DynamoDB, une pour la collaboration au niveau de l'infrastructure as code, donc au niveau de Terraform, c'est pour loquer les états, et une autre pour la partie back-end. J'espère, j'ai pas dit quelque chose, j'espère que vous êtes familier avec AWS, parce que ça, malheureusement, en 45 minutes ou en 1 heure, on ne peut pas parcourir en deep dive tous les services. Mais n'hésitez pas à vous poser des questions dans le chat, j'y répondrai volontiers si je connais la réponse. Donc, les exemples d'aujourd'hui, donc il y aura des démos, on va faire des démos, on va faire du code review. C'est du Python, du Terraform. On va utiliser Postman. Donc, c'est pas grave si vous ne connaissez pas ces outils-là. L'essentiel, c'est la démarche. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, voici les principaux endpoints aujourd'hui qu'on va regarder pour notre API. Donc, il y aura 3 volets. Donc, il y a un volet pour la gestion des utilisateurs. Donc, pouvoir créer un utilisateur, confirmer l'utilisateur. Donc, vous allez recevoir, quand vous créez un utilisateur, ça vous connaissez, vous recevrez
sur une plateforme, vous recevrez un mail pour confirmer que vous êtes bien le propriétaire de cette adresse mail. La spécificité de cette API, c'est qu'on va utiliser systématiquement d'IMFA. Donc, ça ajouterait une couche de sécurisation supplémentaire. Et donc, on va confirmer aussi qu'on a bien installé l'IMFA sur son téléphone avec une application Google Authenticator pour le coup. Ensuite, on passera par les endpoints proprement d'authentification, donc la partie login, donc qui implique de passer votre adresse mail, donc user ID ou adresse mail, et un password pour récupérer une session. Ensuite, il va falloir vérifier cette session grâce à votre MFA, donc ce qu'on fait dans la partie MFA Verify. Et la troisième partie, donc user info, c'est pour la partie récupérer des infos sur l'utilisateur, donc la partie introspection, ce genre de choses. Pour la partie de l'application proprement dite, donc c'est une application simple de partage de fichiers, donc de petits fichiers. J'ai oublié de partager avec vous les liens. Donc, je vais partager avec vous directement les liens, comme ça vous pouvez je vais mettre dans les chats. Alors, ça, c'est l'API de Tente. Et je vais vous mettre l'application de partage de fichiers également dans le chat, si vous voulez y jeter un œil. Hop, voilà. Du coup, je reviens. Et donc, pour la partie application, donc c'est une simple application de partage de petits fichiers. Je vous dirai plus tard, si je l'oublie, rappelez-le-moi, pourquoi de petits fichiers. Il y a une petite subtilité. Donc, on va pouvoir donc uploader des fichiers, les stocker dans le cloud, donc notamment S3. On va pouvoir lister les fichiers d'un utilisateur, les deleter si on n'en a plus besoin, et on va pouvoir les partager avec quelques amis ou collègues, ce que vous voulez. Donc ça c'est les deux repos que je viens de partager avec vous. Donc un repo de l'authentification, ce qu'on appelle l'Authentication API, que je vais parcourir plus tard. Donc il s'agit là pour le coup d'une application vraiment générique que vous pouvez utiliser. Je pense qu'elle est production ready. Plus tard, pas aujourd'hui, mais plus tard, n'hésitez pas en tout cas à l'essayer, me faire des retours sur le repo, faire des pull requests, ce genre de choses. Ça me fera plaisir. Deuxième application, ce que j'appelle Small File Sharing, c'est juste une application dédiée à ce contexte-là, donc à Malt Academy, mais qui peut être un bon embryon pour développer, si vous le souhaitez, des applications de partage de fichiers, ce genre de choses. Alors, AWS Cognito, donc le premier service qui est impliqué, donc c'est une plateforme d'identité pour les applications web et mobiles. C'est un annuaire d'utilisateurs. C'est un serveur d'authentification, c'est un service d'autorisation pour les tokens OAuth2. Et donc, du coup, c'est une plateforme complète de gestion d'identité. Un peu si vous connaissez, si vous êtes utilisateur d'autres plateformes, par exemple, bien sûr, toute proportion gardée, Okta, par exemple, et ce genre de choses. Donc, c'est une plateforme d'identité. Hein, et ça permet donc d'avoir des tokens et de faire tout le cycle de vie des utilisateurs. Donc, il y a deux composantes principales dans AWS Cognito. Il y a ce qu'on appelle le user pool. Donc, c'est là où vont résider tous vos utilisateurs. Donc, c'est l'annuaire. Et donc, c'est là où vous allez pouvoir faire donc, toute la gestion du cycle de vie de vos utilisateurs. Donc, la partie authentification directe ou via des fournisseurs d'identité. Donc, vous pouvez l'intégrer avec du Google, du Apple, du Amazon, Okta, donc, soit via du SAML ou OIDC. Il y a la partie identité pool, donc, qui est un moyen d'autoriser les utilisateurs à utiliser des services AWS, là pour le coup. La première va se baser, donc l'authentification va se baser sur des tokens, on va toujours se baser sur des tokens. Donc, et dans la deuxième partie, donc l'identity pool, on va échanger ces tokens-là avec des credentials AWS qui vont nous permettre de récupérer une session AWS et interagir directement avec les services AWS. Donc, au travers, peut-être que vous connaissez, hein, donc vous connaissez les credentials AWS, vous avez d'habitude
un access token, un ID token et un secret, un access, AWS Access ID et secret ID. Et en plus de ça, donc vous auriez un session token, donc quelque chose de classique au niveau de, si vous êtes familier avec du STS. Il y a une intégration native avec le service API Gateway, donc, ce qui va permettre de sécuriser assez facilement les API. Et il y a un très grand avantage, donc très compétitif. Donc, si vous démarrez un nouveau projet, les 50 000 premiers utilisateurs sont gratuits, tout le temps. Donc, ça permet de bootstrapper un projet. Si vous avez un projet de start-up ou un projet perso, ce genre de choses. Donc, mettre en place Cognito pour la partie authentification assez rapidement, c'est possible et ça ne coûte pas grand-chose. En général, la partie authentification et gestion de l'identité ne fait pas partie de votre cœur d'application. Ce n'est pas quelque chose qui est visible. Ce n'est pas quelque chose qui est visible au fait pour vos utilisateurs. Donc, vaut mieux toujours... Moi, j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas redévelopper un système d'authentification et d'autorisation. C'est preneur. Et ce n'est pas quelque chose qui est visible par vos end-users. Deuxième service, donc l'API Gateway. Donc, c'est un gestionnaire d'API qui permet donc de créer, de publier, de gérer, de surveiller, de sécuriser aussi des API REST, des WebSockets aussi, ce genre de choses. Il supporte les méthodes standards que vous connaissez, donc que ça soit donc du get, du post, put, patch, delete, option aussi pour la partie Corse. OK. Il supporte très bien aussi l'intégration avec un autre service AWS qui s'appelle du coup Route 53 pour faire la partie DNS. Vous pouvez faire des custom domain name. Quelques concepts. Donc les méthodes liées à une ressource peuvent être intégrées donc avec des fonctions lambda, on verra juste après, pour faire les traitements nécessaires. Il y a d'autres services d'autres intégrations sont possibles. Vous intégrez directement avec des services AWS ou des endpoints, tout ce genre de choses. On peut avoir deux types d'autorisation sur les API Gateway. On a AWS Cognito, donc vous l'intégrez directement avec un user pool, rien à faire. Soit vous intégrez avec une lambda, donc ce qu'on appelle un custom authorizer. Et là, pour le coup, supposons que vous avez la partie authentification est en dehors d'AWS ou que vous voulez faire un traitement supplémentaire. Donc, vous pouvez créer une lambda et l'intégrer avec votre API Gateway et vous passez donc toute la partie, tous vos tokens, la partie authentification, vous la faites passer par cette lambda-là, par exemple pour interroger un Okta ou autre. On peut sécuriser donc les endpoints aussi avec de l'IAM. On peut créer des API keys, donc c'est un header qui s'appelle x-api-key, et les ajouter à des endpoints afin de réguler le trafic et les usages. Ça permet un peu de faire de la multi-tenancy. Il ne faut pas prendre des clés d'API ici, dans ce contexte-là, comme un mécanisme de sécurité. Donc, d'ailleurs, AWS le spécifie bien dans sa documentation, parce que ce genre de choses, souvent, circulent en clair dans votre navigateur. Okay. Donc, c'est plus pour faire de la régulation d'usage, parce qu'on peut associer une clé d'API à ce qu'on appelle un stage, et ça permet au fait de donner au détenteur de cette clé d'application un certain nombre de requêtes possibles, par exemple par seconde, par minute, par jour, ce genre de choses. Alors, tout n'est pas rose. Côté API Gateway, il y a donc deux limites hard, donc assez contraignantes. Il y a un timeout, donc assez hard, ça veut dire que vous ne pouvez pas les changer, même si vous contactez le support AWS, ce genre de choses. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, un timeout de 30 secondes et une taille de payload maximum de 10 mégas. D'accord. La première timeout de 10 secondes, ça veut dire que lorsque vous designez votre API, lorsque votre traitement prend plus de 30 secondes, il faut directement prévoir autre chose. Souvent, on passe à un mode asynchrone. Donc, on fait la requête. On répond avec un code qui va bien, un 202. On donne une requête ID et
on demande soit à l'utilisateur de venir faire du pooling avec ce requête ID pour savoir est-ce que les traitements sont terminés, ou encore mieux, s'il nous donne un hook dans la requête, on peut le contacter via un post une fois que les traitements sont terminés. La taille de 10 mégas donc, dans le payload, d'où la notion de small file sharing, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on ne peut pas partager dans les use cases d'aujourd'hui, on ne peut pas partager des fichiers de plus de 10 mégas. D'accord. C'est parce que on passe par l'API Gateway, c'est limited. Néanmoins, on le verra plus tard, mais je vous dirais qu'on peut avoir des alternatives. Troisième service, donc AWS Lambda, donc c'est un service de calcul sans serveur, donc serverless en anglais. Donc, il vous permettait d'exécuter carrément du code directement, presque pour tout type d'application, de service de back-end, sans soucier de l'allocation ou de la gestion des serveurs. Donc, vous n'avez pas d'instance à gérer, comme ce qui peut être le cas dans le cadre des EC2, ce genre de choses, d'autres services, EKS, Fargate, et j'en passe. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin d'allouer de l'infrastructure ou de devoir en gérer une. Vous écrivez et vous chargez donc uniquement du code. C'est assez souple. Donc, soit un zip, soit si vous avez des contraintes particulières, vous pouvez démarrer, vous créez aussi votre propre container et ça sera la base de votre Lambda. Ça permet de répondre automatiquement aussi à des demandes d'exécution de code, allant de quelques événements par jour. Donc, vous pouvez scheduler des événements, donc, par exemple toutes les heures, donc ça va s'exécuter 24 fois par jour, à des centaines de milliers de requêtes par seconde. Voilà, donc on voit que c'est assez scalable. Vous pouvez économiser aussi, parce que là, vous payez, vous êtes, comment dire, vous êtes facturé à l'utilisation, donc en pay as you go. Donc votre Lambda n'est pas exécutée quand elle n'a pas de traitement à faire, ce qui est plutôt une bonne chose aussi quand vous démarrez un projet et que vous avez cette possibilité-là. Au lieu d'instancier des instances OC2 permanentes et faire des autoscaling groups pour que ça absorbe la charge. Là, vous pouvez configurer des lambdas pour faire vos traitements et vous serez facturé uniquement à l'usage. Vous avez la possibilité aujourd'hui de customiser aussi la partie mémoire allant jusqu'à 10 gigas de RAM pour la partie et la partie CPI va suivre, pardon. Ouais. Donc AWS Lambda, donc, pour la gratuité du service, donc les premiers 1 million d'exécutions par mois sont gratuites, et ça quel que soit donc l'état de votre compte, que ce soit en free tier ou plus tard, donc quelques années plus tard, dans la limite quand même de 400 000, donc ça c'est spécifié dans la documentation, je vous invite à la regarder, 400 000 gigas octets par seconde de temps de calcul. J'ai fait le calcul pour vous, ça représente à peu près 110 heures d'une lambda de 1 giga de RAM par exemple. OK, donc 110 heures de traitement. Donc vous pouvez exécuter vos lambdas, donc vos fonctions sur des processeurs donc, de type conventionnel ou traditionnel, donc ce que vous connaissez, donc x86 ou de l'ARM si vous le souhaitez. Faites attention quand même aux librairies, ce genre de choses, qui ne sont peut-être pas portables sur de l'ARM, ou il faut porter sur de l'ARM. Et vous avez pas mal de langages qui sont supportés, des runtime assez larges, donc Python, Node.js, Java, et j'en passe. Je ne sais pas si c'est visible. Le schéma est assez grand. Ouais. Du coup, ça, c'est l'API donc, dont on va faire la démo là tout à l'heure, juste après. Donc là, pour la partie déploiement, donc dites-moi, je vais switcher sur le terminal. Dites-moi si vous arrivez à voir mon écran. C'est bon? Ah, le partage. OK. Pardon. Et suspense. La dernière fois, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Super. OK. Alors, pour la partie déploiement, donc normalement, c'est assez simple. En tout cas,
Voilà, donc vous venez, vous clonez le repo et vous suivez normalement la partie installation avec quelques prérequis. Pour l'installer, vous avez besoin quand même d'un Terraform d'installer, d'un Docker, parce qu'on va builder ce qu'on appelle des layers dans ce cadre de ce projet-là, et vous avez besoin d'un AWS Clip parce qu'on a besoin d'exécuter quelques scripts pour faire quelques préparations. Sinon, pour l'installation, c'est assez simple. Normalement, vous avez des fichiers de configuration que vous prenez et que vous remplissez. On va parcourir ça. Donc, une fois que vous avez cloné donc, le repo, vous allez obtenir, voilà, donc là, par le README, hein, donc il faut lire le README. Je vais zoomer un peu, peut-être que ça sera mieux. Hop. Donc, regardez votre README, regardez ce dont vous avez besoin, donc toute la partie prérequisite, et pour la partie installation. Donc, le fichier de conf se trouve ici, l'un des fichiers de conf. Donc, j'ai voulu que ça soit multi-environnement, un projet multi-environnement. Donc, j'ai créé simplement 2 fichiers template pour un environnement de dev et un environnement de prod. Mais rien ne vous interdit de faire ce genre de choses. Donc, vous copiez ça. Par exemple, vous avez besoin d'un environnement d'acceptance, UAT. Donc, il suffit juste de faire ça. Et vous créez votre fichier d'environnement. Donc, juste un pauvre CP, et puis c'est terminé. Pour la partie configuration, donc il y a certaines choses dont vous n'avez pas besoin de configurer. Donc, tous les champs qui sont vides sont laissés à votre appréciation. Donc, ici, vous spécifiez par exemple une région, le nom d'un bucket, quelques tags pour des certificats, parce qu'on va utiliser des certificats pour passer un HTTPS. Essentiellement de nom de bucket et ce genre de choses. Donc, mais tout est customisable, en tout cas, ou pas mal de choses sont customisables ici. Et ça se base sur du Terraform. On se base ici aussi sur un makefile, donc n'hésitez pas à faire un makehelp. Hop. Non, le bon repo. La partie principale de l'infrastructure se retrouve dans le dossier Terraform. Vous faites un makehelp et puis vous avez ici un help donc, qui vous permet des trucs classiques, donc faire du plan avec du Terraform, faire du format qui va exécuter du Terraform, formatage, apply, ce genre de choses. OK, il y a un destroy aussi si vous n'avez plus besoin de votre infrastructure. Je vous montre ici la partie déploiement, ça prend un peu moins de 10 minutes. Hein, donc, ça s'exécute comme ça. Donc, vous spécifiez votre environnement. Donc, ici, un environnement dev, et vous faites un make apply. Hein, donc, il va détecter votre architecture. Il faut savoir aussi que ce projet-là peut être intégré, bien sûr, avec des pipelines CI/CD. Typiquement, par exemple, du code build dans AWS, ce genre de choses. Vous pouvez assez facilement aussi l'intégrer, donc pas de souci. Il va détecter votre architecture. Il va créer un bucket pour sauvegarder les states de Terraform. Créer une table DynamoDB, ce genre de choses. Créer les API, donc on a besoin de layers ici parce qu'on utilise beaucoup de lib externes, codifié en Python, donc il va créer pas mal de layers, d'où le besoin de Docker, donc tout ça va être buildé automatiquement et uploadé sur S3 et donc on va pouvoir déployer tout ça, donc on va déployer pas mal de ressources, plus de 200 ressources. Je reviens, ce qui va être déployé. Donc, le principal truc qui va être déployé, donc c'est une API. Donc, c'est celle-là qu'on va associer à un domaine. Ici, dans mon cas. Donc, d'ailleurs, vous pouvez, je vous mets ça dans le chat. Et je vais partager avec vous une clé d'API, même après ce webinaire, vous pouvez encore tester. Ne me faites pas de DDoS, s'il vous plaît. Mais d'accord. Donc l'API, elle est sécurisée par Cognito, d'accord. Donc le Cognito qu'on a déployé. Hop. Ça, c'est un user pool qu'on va déployer et qui va contenir donc l'annuaire de nos utilisateurs. Là, vous voyez que j'ai déjà créé 3 utilisateurs. Ce genre de choses. Et il y a un certain nombre de ressources qui vont être déployées donc pour toute la
pour tout le life cycle de la gestion d'un utilisateur, enfin, toute la partie donc création d'un utilisateur, reset de son password, reset de son MFA, la partie login, ce genre de choses. Et ici, j'ai ajouté plus spécifiquement la partie qui nous concerne aujourd'hui. Donc, une toute petite partie qui est indépendante, qui s'appelle pour la partie file sharing. Donc, on va pouvoir lister des fichiers, uploader des fichiers et les partager. L'API, bien sûr, supporte le Corse. OK. Donc, vous pouvez l'intégrer directement avec un front. Je vais parcourir un peu le repo sur la partie Terraform. Donc, ça, c'est la partie environnement ici que vous voyez. Donc, ça contient ce dont on a parlé, donc la partie configuration. Il y a une petite partie où il y a des modules aussi. Il y a des modules Terraform. Ça, c'est uniquement de l'infrastructure. Et la partie proprement dite se trouve dans ce dossier-là qui s'appelle Live Service. Et j'ai voulu créer ce projet-là pour qu'il puisse aussi s'intégrer dans une démarche de microservices. Donc, vous pouvez cloner le repo, l'utiliser comme base de vos microservices. Ici, vous avez l'autre microservice. Vous pouvez ajouter d'autres microservices. Et donc, vous avez un projet complet. Donc, votre microservice, il est découpé comme suit. Vous avez à chaque fois donc, la même convention. Donc, j'utilise un fichier Terraform par traitement. Par exemple, ici, userinfo.tf. Et les handlers correspondants se trouvent ici. Donc, c'est userinfo. Et on a un fichier de source qui contient la partie principale. Par exemple, je le regarde. Pour ceux qui ne connaissent pas Python, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est la démarche. Donc, les handlers sont presque tous pareils. Donc, on va checker au débit. Est-ce qu'ils sont invoqués par ce qu'on appelle des warmers? Donc, pour accélérer votre API et pour avoir des temps de réponse assez corrects, j'ai ajouté ce qu'on appelle des warmers pour chauffer les lambdas pour que ça s'exécute assez rapidement, quelques millisecondes, au maximum quelques centaines de millisecondes. Donc ensuite, on va vérifier s'il y a des payloads qui a été envoyé, on va le valider et on fait le traitement correspondant. Et puis on répond avec le bon status code, ce genre de choses. Du coup, sans tarder, on va aller côté démon et on va aller sur Postman. Je vais partager avec vous une clé d'API. Hop, elle est là. Donc ça, c'est x-KU. Hop. Que vous pouvez utiliser. Faut savoir que dans le repo aussi, vous avez une collection Postman que vous pouvez directement télécharger. Et, pardon. Hop, on va quitter ça. Désolé. Vous avez une collection Postman que vous pouvez directement télécharger et utiliser. On va commencer par la création d'un utilisateur. La création d'un utilisateur, il y a 3 champs que j'ai considérés qui sont mandatory. Toutes ces choses-là peuvent être modifiées aussi dans le Terraform. Hop, je vous montre assez rapidement, même s'il n'y a pas de... Ici, le connector user pool, et il y a un fichier main. En fait, c'est ici où on va trouver les attributs qui sont obligatoires. L'email, par exemple. Le phone number et le name. OK. Donc, ici, vous avez l'attribut name, email. J'ai considéré que ce sont des attributs assez importants donc, pour différencier les users. Le dernier, c'est le phone number. Le phone number, ça permettra plus tard, en tout cas dans cette version, de pouvoir récupérer de manière un peu plus sécurisée le MFA quand vous le perdez. Vous pouvez aussi configurer le MFA. Là aussi, aujourd'hui, j'ai configuré dans cette API le MFA pour utiliser Google Authenticator, qui est gratuit,
Vous pouvez utiliser le MFA par d'envoi d'SMS, c'est possible. Ça vous coûtera un peu d'argent. Voilà. Toutes les features qui sont payantes, j'ai essayé de les éviter dans ce projet-là. Mais vous pouvez tout à fait utiliser. Donc, on va utiliser un user qui s'appelle user2. On a un fichier de configuration ici. On va modifier l'adresse mail. Passe par user2. Voilà. OK. Donc, on va créer notre utilisateur. Donc, ce qui va se passer, donc, on a un utilisateur qui est créé, mais qui doit être confirmé. Donc, je vais prendre ces user ID là. Chaque utilisateur a besoin d'un user ID. Je vais mettre le user ID ici. Ça va me servir pour plus tard. Donc, ce que je vais recevoir, donc, je vais recevoir un mail envoyé par l'application. Donc, tout ça est customisable aussi. Hein. Tout ce que vous voyez ici, Cognito API, ce genre de choses. Tous ces trucs-là sont customisables à l'intérieur du code. Donc, je vais recevoir un mot de passe provisoire qui est là. Et donc, je vais utiliser ce mot de passe pour confirmer mon utilisateur dans une deuxième phase qui est l'endpoint confirm. Donc, assez simple. Là, je prends juste ce mot de passe, je le mets ici. Je prends le même. Les mots de passe sont sur 14 caractères avec un mix pour respecter des vraies règles de sécurité. Hop. Je vais mettre ce mot de passe aussi ici, dans mes variables d'environnement. Et je reviens pour confirmer l'utilisateur. Okay. J'envoie la requête. Ce qui va se passer, donc, c'est que... Alors, est-ce que j'ai raté un petit copier? Ah ben voilà. Il y avait un truc que j'ai pas vu ici, pardon. Hop. Faut bien faire attention à ce genre de choses, petite frayeur. Et je vais modifier cette. Pardon. Hop. J'update mon password ici. Et je reviens et je confirme mon utilisateur. Voilà. La confirmation d'un utilisateur, donc ça c'est classique, vous retournez l'email, user ID. Vous avez ce qu'on appelle un QR code secret. Donc il faut savoir que les MFA sont générés à partir d'un 6 chiffres, sont générés à partir d'un secret comme celui-ci. Et donc, que je vais ajouter aussi à mes variables d'environnement côté Postman pour pouvoir, je vous montrerai plus tard qu'on peut automatiser tout ça, en tout cas dans le cadre de Postman. Et donc là, je vous invite, si vous avez l'application Google Authenticator, donc, je vous invite à scanner le QR code parce qu'on a la possibilité de récupérer le QR code. Comme vous le voyez, donc, je prends le QR code, c'est le dernier ici. Je vous invite, si vous pouvez le scanner, je ne sais pas s'il est visible. Donc, si vous avez l'application sur votre téléphone, l'application Google Authenticator, donc il suffit juste de scanner. Voilà. Et là, une fois que vous avez scanné le QR code, il va falloir donc confirmer. Donc, la dernière phase, c'est de confirmer que vous avez bien scanné le QR code. Donc, vous allez voir 6 chiffres. Je ne sais pas si vous avez scanné. Donc, les 6 chiffres que je vois maintenant, moi, pour le moment, c'est 602 927. J'exécute ça pour confirmer l'utilisateur. Donc, l'utilisateur va être confirmé. Voilà, il est confirmé. Je reviens sur mon user pool. Alors, c'était lequel d'ailleurs? Alors, c'était user 1, c'était user 2. Donc, si je rafraîchis ici, j'ai un user 2 qui vient d'être confirmé et vous avez le même
UID ici que vous pouvez utiliser. D'accord? Là, on va passer à la partie authentification. Donc, maintenant que vous avez créé votre utilisateur, la partie authentification. Donc, on a deux choses pour s'authentifier. La première, si vous vous souvenez, c'est la partie login. Donc, vous donnez votre email et votre password. Donc, on va exécuter ça. C'est qu'il va vous retourner. Donc, il va vous retourner une session de vérification qui est valable un peu moins de 5 minutes. Alors, il faut que je regarde. 3 minutes ou 5 minutes. Tout le process d'authentification est valable sans customisation. 3 minutes, je pense. OK, donc 180 secondes, il faut y aller vite. Et il me dit que le type de vérification, c'est Software Token MFA. Donc, ça correspond au Google Authenticator que je viens d'installer. On passe à la deuxième partie, donc la partie vérification d'MFA. Donc, le payload attendu, donc le type de vérification. Donc, là, pour le coup, c'est Software Token MFA. La session de vérification, c'est celle que j'ai récupérée. Et l'OTP, je vais vous montrer comment on l'a généré. Donc, je peux le spécifier ici en regardant dans mon Google Authenticator directement. Sinon, dans le cadre de ce projet-là, j'ai fait un petit script, en tout cas pour la collection Postman, qui vous permet de générer tout ça de manière automatique. D'accord? Donc ici, donc le MFA Secret qu'on a positionné tout à l'heure va être récupéré et il va nous permettre de générer automatiquement, toutes les 30 secondes, un nouveau OTP, donc les 6 chiffres que vous voyez. OK. Du coup, on va pouvoir injecter tout ça ici directement dans le body et on fait notre session de vérification. Donc là, on va faire notre session de vérification. Alors, on a dépassé le temps parce que j'ai trop parlé. Je reviens, je fais ma phase de login encore. Hop. Session de vérification. Je vérifie les MFA. Et là, j'ai mon ID token, mon access token, mon refresh token et la date de validité. Donc, c'est valable in-heure. Ça, c'est customisable aussi. Dans vos applications, n'oubliez pas d'utiliser les refresh tokens. Comme ça, vous ne demandez pas aux utilisateurs de s'authentifier à chaque fois. Donc, le refresh token, il est valable, il est customisable aussi. 24 heures, c'est un bon deal. Ça dépend des applications. Et ça vous permet, au fait, pendant sa durée de validité, donc ici, on est dans le refresh token, de faire le post sur le endpoint refresh token et récupérer à chaque fois des nouveaux credentials. D'accord ? Pour savoir quel est le user qui est authentifié sur votre application grâce à son ID token, donc c'est un token GWT, donc on va récupérer ce qu'on appelle les claims, donc décoder ces tokens-là, et on va l'envoyer donc dans un header, un mirror d'autorisation, et on va pouvoir récupérer un certain nombre d'informations. On sait qu'il est username, il n'a pas de family name, OK. On a son email et on a son GID, son user ID. Il n'appartient pas, il n'a pas de groupe spécifique. D'accord. Passons donc à la partie. Là, par exemple, ici, la partie. Supposons que le user a oublié son mot de passe. Vous pouvez venir ici sur l'endpoint, vous donnez. Il spécifie son adresse mail. Il va recevoir par mail un code pour changer son password, etc., etc. Passons par l'application d'upload de fichiers, donc, qui est l'application qui va se baser au fait sur ce mécanisme d'authentification, cette API d'authentification. Donc, chaque user, les endpoints des users permettent d'uploader des fichiers. Donc, pour uploader des fichiers, vous donnez un nom pour un fichier, vous donnez les datas qui correspondent au fichier, encodé en base 64 ici, pour la simplicité. Et ça va être uploadé dans un service qui s'appelle AWS S3. D'accord. Les fichiers ne doivent pas dépasser 10 mégas dans notre cadre-là. Si vous voulez bypasser cette limite-là et que vous voulez que votre backend de stockage soit AWS S3, vous pouvez utiliser un concept d'AWS qui s'appelle les URL présignés pour l'upload. Donc là, pour le coup, là, vous n'avez plus de limite pour uploader vos fichiers. Vous pouvez y aller, uploader quelques gigas sans problème. OK, donc prenons les gars l'exemple d'un fichier. Hop, en démo.
Je vais prendre juste un... Je vais écraser celui-là. Donc Hello Malta Academy, par exemple. Je vais créer le fichier .text. Voilà, et je vais juste encoder tout ça vers... Voilà, j'ai encodé ce petit texte. D'accord. Et je vais le passer à mon API. Le fichier, je vais l'appeler Hello Malta Academy.txt. Et je vais l'uploader. Donc, l'upload, il va s'uploader dans S3. Voilà, il y a un ID de fichier. Donc, c'est avec cet ID-là que vous allez faire du partage avec du sharing avec... on voit ici un file ID, pardon, c'est pas ici. Le partage va se passer ici. Donc, on peut lister les fichiers d'un utilisateur. D'ailleurs, je vais les lister ici. Est-ce que je peux les lister? Hop. Ça, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de ça. Lister les fichiers d'un utilisateur. Donc, on va lister ces fichiers. Donc, il vient d'uploader un fichier qui s'appelle Hello Malta Academy, etc. Donc, le fichier a été uploadé. Si on va sur S3, on peut voir un fichier de file sharing. Et si on récupère les user ID, donc les user ID, hop, c'est celui-ci, on va regarder. Normalement, il y a un répertoire par utilisateur ici dans l'application et vous avez le Hello Malta Academy qui a été uploadé sur S3. Vous voulez faire du partage? Très simple. Donc, il suffit de passer dans le payload Share With. Vous passez une liste ici. Hein, donc, je vais le partager avec par exemple ces 3 utilisateurs-là. Et c'est assez simple. Share With, donc il va me dire que le fichier a été shared. D'accord. Pour vérifier le share, je passe par mon adresse mail. OK. Et normalement, j'ai reçu donc un petit truc, il me dit New Cadre File. Donc, je viens de le recevoir. Excusez ma partie présentation. Donc, au niveau du HTML, ce genre de choses, je ne suis pas le plus calé. Donc, vous allez recevoir une URL présignée. D'accord. Vous pouvez directement dans le dévo de fichier, on va l'appeler, donc je peux l'appeler comme ça. OK. Vous passez dans la partie juste Hello Malt. Et vous voyez très bien qu'on a le fichier qu'on vient d'uploader. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter, en tout cas dans cette démo-là. On va revenir juste sur les slides. Voilà. Et je vais vous parler donc pour la partie sécurisation la sécurisation d'une application. Donc, c'est pas quelque chose de facultatif, c'est quelque chose de mandatory si vous voulez faire quelque chose de sérieux. Donc, il faut distinguer 2 choses. La partie authentification. Donc, la partie authentification, c'est le rôle d'une API, donc une authentification avec un username, password, classique comme vous connaissez. Vaut mieux toujours utiliser aujourd'hui, moi je conseille d'utiliser toujours un MFA aujourd'hui, c'est le minimum, parce que des attaques par dictionnaire, ce genre de choses deviennent beaucoup plus sophistiquées. Donc, les passwords malheureusement ne sont pas suffisants. Et vous avez la partie autorisation, la logique d'autorisation était implémentée, d'accord, en se basant sur ce qu'on appelle les claims. Donc, quand vous décodez un token GWT, vous avez une partie de ce token-là qui s'appelle les claims, dans lesquels vous pouvez trouver des infos sur l'utilisateur. C'est ce qu'on a vu avec les user info. User info. Hop, user info. Toujours pas. User info. Toujours pas. User info. Voilà.
Donc, si vous exécutez ça, vous avez la partie user info, vous avez un certain nombre d'informations sur l'utilisateur. Ah, je ne partage pas. Ça marche. Désolé, il paraît que je ne partageais pas. Ou je ne partageais plus. OK. Donc, je reviens. La partie, donc, ça, c'est la partie donc, user info. Donc, vous avez certaines informations que vous pouvez utiliser. Donc, ça, on se retrouve ça dans les claims. Par exemple, supposons qu'on l'a ajouté dans un groupe. Supposons qu'on a créé un groupe dans Cognito, je ne sais pas, qu'on a appelé Cador Admins, par exemple. OK. Et qu'on va associer à, je ne sais pas, un rôle. Allez, on va associer ça à un rôle côté AWS, peu importe. Voilà, un rôle pour SSM ou ce genre de choses. Okay. On crée le groupe. Supposons qu'on ajoute un user dans le groupe. C'était user2. Okay. Donc, le user appartient au groupe. Donc, si on requête à nouveau l'API, du coup, on devrait voir les groupes. Pardon, les groupes n'ont pas changé parce que les groupes sont extraits des claims. Et là, on avait un token qui était valable déjà. Il n'avait pas ces informations-là. Donc, on va se loguer de nouveau pour rafraîchir notre token. Okay. Une fois qu'on a rafraîchi, on récupère. Et là, on a qu'il appartient à des groupes, des admins. Et là, c'est une information cruciale qui vous permettra dans votre back-end de lui donner des droits, des accès, ce genre de choses. D'accord? Donc, partie autorisation. Je reviens sur le partage, du coup, sur les slides. Donc, c'était ça, la partie autorisation, donc à implémenter par vous-même. Sécuriser donc l'application, n'oubliez pas, on n'en a pas parlé, n'oubliez pas de sécuriser votre couche data, donc encrypter les fichiers des utilisateurs qui sont stockés, par exemple, dans S3, avec des clés KMS dédiées. Il faut trouver le bon équilibre. Hein. Donc, ça peut être assez coûteux si on utilise des clés KMS. C'est un service aussi côté AWS, KMS. Faut sécuriser la couche réseau aussi. Hein. Donc, pensez à utiliser DWAF. Moi, je ne l'ai pas utilisé dans le cadre de cette application et dans le cadre de cette API-là, parce que c'est un service qui coûte cher, qui vous permet, en tout cas, si vous avez les moyens, de vous protéger contre du DDoS, ce genre de choses. Ne pas se fier aux clés d'API, ça on l'a déjà dit, comme mécanisme de sécurité. Réduire la durée de validité de vos tokens, GWT, au minimum, c'est à vous de juger. Ici, là, on a mis 1 heure, c'est déjà beaucoup, hein, 1 heure. Faites des découplages entre la partie présentation et votre API backend. Donc, ça veut dire que votre backend, mais ça c'est classique, hein, votre API d'authentification peut encaisser des requêtes venant de plusieurs devices ou médiums. Ça peut être des mobiles, ça peut être des ordinateurs, ça peut être ce que vous voulez. Donc, faites ce découplage, toujours pensez à ça. Et aussi, vous pouvez faire votre front comme vous le souhaitez. Hein, donc, quel que soit le langage dans lequel vous développez, votre middleware d'authentification est toujours découplé, donc c'est une bonne pratique. Voilà, donc n'oubliez pas que 42 est la réponse à tout. Donc, je vais utiliser ce joker quand je ne connaîtrai pas la réponse à vos questions. Voilà, si vous avez des questions, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Merci à toi, Tarek. Effectivement, je crois qu'il y avait des questions. Je vais les afficher à l'écran. Ça marche. Hop. Voilà. Donc, première question de Mohamed, c'était au tout début. Est-ce que l'utilisation d'AWS est gratuite et dans quel cas? Alors, l'utilisation d'AWS est gratuite la première année dans le cadre si vous ouvrez un compte AWS. La première année, vous avez ce qu'on appelle le free tier, d'accord, free tier ou free tier, et donc vous avez un usage qui est gratuit. Enfin, il est bien sûr limité, donc donc il suffit de regarder sur Google AWS free tier et ça vous donnera en fait une idée. Donc je pense qu'une machine par mois d'un certain type, par exemple, est gratuite toute l'année, toute cette première année. Les lambda, comme ce que je viens de vous montrer, les premiers 1 million de requêtes par mois sont gratuits, donc les 110 heures.
de Lambda, vous avez un certain nombre de stockages qui est gratuit, ce genre de choses. Je ne me souviens pas de tous les chiffres, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais la première année, lorsque vous aurez un compte AWS, il y a un usage en tout cas qui est gratuit. Ouais. Ok, très clair, merci beaucoup. Et ensuite, on avait une question d'Aurélien que j'affiche également à l'écran. Donc, Aurélien qui utilise actuellement Firebase avec son propre JWT généré dans son code, qu'il stocke dans le cookie utilisateur. Est-ce assez sécurisé pour son app ou ne serait-ce pas plus simple d'utiliser AWS? Vous avez déjà des tokens JWT, donc c'est déjà pas mal. Donc, après, moi, j'ai la partie sécurité, tokens JWT sont valables pendant une certaine durée, d'accord. Donc, c'est bien. C'est pas quelque chose de permanent. Ils sont stockés dans des cookies de session, c'est tout à fait normal. Vous avez une application, il faut bien les stocker quelque part. Donc, c'est tout à fait normal. Mais en amont, est-ce que vous utilisez d'IMFA pour encore renforcer cette sécurité? Moi, je conseille l'utilisation d'IMFA. Si votre application, c'est uniquement login password, il faut quand même renforcer la politique de votre password, à minima, donc 14 caractères avec un mix de symboles, chiffres, lettres, voire plus. Et moi, je conseille systématiquement l'utilisation d'un MFA, donc comme médium, donc Google Authenticator à minima. Merci. Ensuite, on a une demande dans le chat. Pouvez-vous nous montrer la partie Docker de l'appli? La partie Docker, ok, ça marche. Partie Docker, ok. Un touch screen, ça marche. Vous voyez mon écran? Ok, donc on va revenir. Juste en attendant de vous montrer la partie Docker de l'appli, sachez que si vous souhaitez donc utiliser l'application, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera plaisir de vous aider. Je prévois de faire une vidéo du déploiement prochainement. Donc, dans les prochains jours, je vais la poster aussi. Donc, alors, c'est assez simple. Quand on veut builder un layer, donc les layers pour les lambda, donc on va juste passer. Donc ça, c'est le script en question. Donc on va détecter l'architecture et on va juste exécuter une image que je vous montre ici. Donc, on a un Dockerfile assez simple. On va partir d'une image qui est à la base au fait des lambda. Donc ça, c'est côté AWS. Donc là, pour le coup, on utilise un Python runtime de 3.9. Vous pouvez utiliser aujourd'hui 3.10, 3.11, c'est la dernière. Et c'est juste ça, au fait. Et l'exécution pour builder on va se baser, au fait, sur un fichier requirement qui est ici. Pardon, hop. Dans la partie des layers, par exemple, on a un layer qui s'appelle GWT ou QR code, avec lequel on a généré donc, le fameux QR code que vous avez scanné. Et donc ici, on a un certain nombre de requirements, donc QR code, qu'on va tout simplement, quand l'image Docker démarre, elle va juste faire un pip install et elle va installer cette librairie Python et elle va l'ajouter comme layer à notre fonction. Donc si on vient ici dans la partie lambda, vous allez voir que si je prends une des lambda, change password, par exemple, que vous avez un layer qui est attaché et ce layer-là, par exemple, c'est le JSON schema parce qu'on a besoin de JSON schema pour valider le payload que nous a envoyé, par exemple ici. Quand on veut changer un password, on a besoin d'un email, on a besoin d'un ancien password, d'un nouveau password et d'un access token. J'espère avoir répondu à la question et que c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour l'instant. Bon, ça a l'air bon.